Salut, Vecchiotti, bienvenue sur la chaîne de Pika. Aujourd'hui c'est les news hardware comme toutes les 2 semaines et j'ai vraiment beaucoup de news sur les trois géants de l'informatique, Nvidia, AMD et Intel, mais pas que parce qu'on va parler des USB 4.0 ou du nouveau connecteur PCIe 5.0 pour les alimentations. Il y a un nouveau jeu God of War, il y a encore plein de news et comme d'hab, vous pouvez utiliser les chapitres pour cibler exactement les news qui vous intéressent. C'est parti! Et je commence tout de suite à vous parler d'Nvidia avec son Project Beyond, le projet au-delà, vous direz au-delà de quoi, des RTX 3000. On va bien sûr parler des RTX 4000 et comme ce tweet c'est d'Nvidia GeForce, on est sûr et certain qu'on est en train de parler des cartes graphiques et je peux vous assurer qu'Nvidia va nous présenter l'RTX 4090 juste la semaine prochaine. On ne sait pas vraiment si on aura la présentation des RTX 4080 et 4070, surtout il y aura une présentation sur l'architecture en général des RTX 4000, mais ce qu'il est sûr et certain, l'RTX 4090 sera présenté, il sera montré lors de l'événement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a de plus en plus de photos qui circulent des RTX 4090, on la voit ici, c'est là de Lenovo, parce qu'en fait Lenovo vend des PC gaming custom avec le brand Legion, et donc on le voit ici, on a une carte mère Legion avec un IO Legion, il y a même les ventilos Legion, et il a sa propre carte graphique RTX 4090 qui, comme on voit ici, c'est énorme. Elle occupe 4 espaces sur les connecteurs, c'est juste mastodontique cette carte. Et il y a une raison pour ça, parce que Nvidia, à mon avis, pour réussir à motiver les gens à acheter ces cartes, elle a dû vraiment les pousser à fond. Et du coup, pour refroidir cette carte, il faut un radiateur, comme vous voyez, que c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire juste en regardant cette photo? C'est que Nvidia a voulu pousser à fond la consommation pour pousser les performances et avoir vraiment une séparation par rapport aux RTX 3000. Parce qu'il faut vraiment motiver les gens à acheter cette carte. Parce que c'est là le problème. Alors, il y a les jeux UE5 qui vont sortir 2023, mais jusqu'au 2023, il y a encore 3 mois. Et encore, je pense qu'avant d'avoir des jeux qui poussent à fond nos RTX 3000, il faudra attendre au moins peut-être l'été 2023. Donc, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de cette carte graphique qui a vraiment 3 problèmes. Le premier, c'est la consommation. Je vous en parle tout de suite. On parle de 450 watts pour l'RTX 4090. Apparemment, ça sont des spécifications confirmées. Et jusqu'à 660 watts maximum configurables. Ça veut dire que les cartes custom peuvent pousser les cartes jusqu'à 660 watts. What? Mais quoi, les gars? De quoi on parle? 660 watts? Et le prix de l'électricité en France qui a explosé? On en parle ou pas? Et c'est même pas cette carte là, parce qu'après on a une RTX 4080 340 watts avec maximum 516. Or c'est ça que par contre il y a un problème, et que sur la RTX 4080 j'ai encore des doutes, parce que ce n'est pas possible qu'après il y a une autre RTX 4080 que ça serait une version avec 12 Go qui consomme 285 watts et poussé jusqu'à 366 watts. Ce que je pense, c'est que peut-être là on parle d'une RTX 4080 Ti et là d'une RTX 4080. Après, soi-disant, cette RTX 4080 à la base c'était une RTX 4070 Ti, voire RTX 4070 que Nvidia a décidé de changer à la dernière minute de nom, au moins pour ce qu'il nous raconte Videocar Z. Ça m'a l'air bizarre, je pense que ça peut être effectivement une RTX 4080 et ça une RTX 4080 Ti. Voilà, et ça expliquerait aussi pourquoi cela c'est vraiment plus puissant par rapport à cela. Parce que ici on peut arriver jusqu'à 500 watts et là à 366 watts. Personnellement, je suis plutôt pour acheter cette carte-là, s'il y aura une raison pour acheter les RTX 4000, parce que je vous ai dit, le premier problème c'est la console, et je viens de vous montrer. C'est ridicule, arriver à 660 watts c'est ridicule, mais même 516, franchement pour moi c'est impensable. 366 watts ça pourrait être ma limite, parce que je refuse catégoriquement d'acheter une carte si polluante niveau énergétique. Ça, c'est ma vision et ça peut être différent de la vôtre. Maintenant, ça c'est le premier problème. Le deuxième souci de cette carte, ça va être le prix, parce que si on regarde, en Australie a été déjà placé à l'équivalent de 3000 €, de 1976 $,
de 976 €. Maintenant, il faut savoir que les prix mis comme ça, alors que la carte n'est pas encore sortie, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je m'attends plutôt 1800-2000 € parce que la 3090 Ti, on la retrouve aujourd'hui à 1400 € après qu'elle a baissé des prix, évidemment, maintenant qu'il n'y a plus la pénurie. Oh, la fausse pénurie d'NVIDIA selon certaines news. Donc, je m'attends plutôt 1800 voire 2000 €. Est-ce qu'il va nous sortir une carte de base à 2500 € NVIDIA pour avoir vraiment une séparation avec l'RTX 3000? J'en sais rien. C'est à voir. Mais déjà, le prix, ça va être un problème. Et le troisième problème, je vous ai dit, c'est le jeu. Il n'y a pas de jeu qui nous permet d'utiliser à fond cette carte. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de cette RTX 4090. Mais elle commence à sortir parce que on le voit ici, il y a un leak sur la boîte de RTX 4090. On le voit ici en image, c'est exactement la même de l'RTX 3090 Ti, la même qu'on voit ici. J'ai l'impression que c'est exactement la même. Ça va peut-être changer un peu le design, non, j'ai l'impression que c'est pratiquement la même. Et par rapport à Zotac, on voit aussi son design. Là, c'est la carte, on la voit. Elle est énorme, elle est ronde. Franchement, je ne suis pas fan de ces designs des Zotac, toutes rondes comme ça. Peut-être, ça va être le futur, on va avoir plus de modèles avec des courbes comme ça. Personnellement, je kiffe pas du tout. Ce n'est pas important, c'est juste une question de goût. Ce qui est important, par contre, c'est qu'on voit bien qu'il y a la connexion à 16 pins PCI génération 5 qui nous permet de tirer jusqu'à 600 watts ou plus directement de notre alimentation pour ces fours de cartes graphiques. Donc, ça va être dur, hein? Ça va être dur vendre cette carte pour NVIDIA, mais je pense qu'il y aura qui va l'acheter, parce qu'il y a toujours qui achète les cartes très chères. C'est un peu comme les Ferrari, non? Même s'ils coûtent très cher, il y a toujours quelqu'un qui va l'acheter. Donc, il y a pas mal de temps, il était sorti un leak sur la RTX 4080, on la voit ici en photo. Or, les images qu'on voit ici, il vient des mêmes sites chinois, donc on pourrait penser que ce leak c'est vrai et que ça c'est la vraie RTX 4080 Founder, dont on voit un ventilo énorme, que c'est plus grand par rapport à celui-là des RTX 3080. Donc au niveau design, l'RTX 4080, il faut l'imaginer comme une RTX 3080 un poil plus grande avec des ventilos en avant, en arrière plus grands. Et ils ont bien fait parce que perso, j'avais une RTX 3080 FE et c'est un four. C'est un four de cartes, elle chauffe beaucoup. Le design FE, c'est vraiment pas très bien pour les RTX 3080 et les RTX 3090. Pour les RTX 3060 et 3060 Ti, avec le double ventilo en face, je crois que c'est déjà mieux, beaucoup mieux. Mais franchement, ce design-là, à voir. À voir parce que vu la taille de la carte, vu la consommation de la carte, je ne suis pas sûr que ça va suffire pour refroidir à fond la carte sans avoir des pertes de framerate à cause de la température. Je suis en train de parler du phénomène du thermal throttling dont j'ai parlé dans ma vidéo utiliser le 100% de son processeur et carte graphique que je vous conseille de regarder pour en savoir plus. Donc vous avez maintenant mon avis sur l'RTX 4090 qui doit être annoncé le 20 septembre et puis il sera probablement dispo vers la fin d'octobre. Puis, selon les dernières leaks, l'RTX 4080 sera disponible fin novembre et la 4070 fin décembre. Au moins, selon les leaks, sont encore des rumeurs. Attendez-vous sûrement la présentation de l'RTX 4090. Tout le reste, c'est bonus. Et les dates de sortie des autres cartes graphiques, c'est un bonus. Je passe maintenant à Intel parce qu'on a les spécifications finales des corps de 13e génération. On parle des processeurs i5 13600K, i7 13700K et i9 13900K. Rien de nouveau, on le sait, on a un peu plus de corps et on parle des corps efficients et pas des corps performance parce que sinon on aurait eu une augmentation trop importante de la consommation qu'on voit ici et c'est déjà énorme. En maximum turbo power, du coup quand ces processeurs atteignent leur fréquence maximale, on a 253 watts pour le 13900K, 253 watts aussi pour le 13700K et 181 watts pour le 13600K. Maintenant, il faut savoir que pour les nouveaux processeurs d'AMD, on est à maximum 170 watts pour le top de gamme, le 7950X et 7900X. On le voit ici, TDP. Et le 7700X et 7600X sont à 105 watts.
Donc Intel, il est grave en train de dépasser le niveau de wattage par rapport à la concurrence. 250 watts, c'est presque 100 watts de plus, donc c'est vraiment énorme. Après, c'est quoi l'avantage? C'est qu'il a pu pousser à fond les fréquences. On voit que le 13900K, il arrive jusqu'à 5.7 GHz en Turbo Boost Max. Le 13700K à 5.4 et le 13600K arrive à 5.1. Après, il y a toujours une petite marge d'overclock, donc je pense que le 13600K arrive jusqu'à 5.3. Le 13700 à 5.7, sûrement il va y arriver au 5.6. Et le 13900K, à mon avis, a de la marge pour arriver jusqu'à 6 GHz. Et en fait, on le voit sur la news ici de Tom's Hardware que Intel a montré en 13900 probablement KS, que ça va être le top de gamme, que des bases il est à 6 GHz et peut-être il peut arriver à 6.1, 6.2, peut-être 6.3 GHz. Ou même plus, je ne sais pas, parce qu'encore je n'ai pas d'infos sur la capacité d'overclocking de ces processeurs. Donc Intel, comme Nvidia, il est en mode je pousse à fond le wattage, parce que de toute façon je veux le maximum de performance pour être compétitif avec la concurrence, qui dans les deux cas c'est AMD. Donc ces processeurs vont être très probablement annoncés le 27 septembre et il faut s'attendre à un gain en performance de plus 15% au niveau single thread et du coup aussi dans le gaming et plus 30% voire 40% dans le multithreading, parce que Intel a concentré ses efforts pour pousser les performances multithreading. Or, je ne vais pas commenter sur le fait d'acheter ces processeurs niveau performance parce que de toute façon Intel va sortir ses benchmarks à sa sauce, exactement comme AMD a fait pour l'annonce de ces nouveaux processeurs Zen 4. Donc sur ça je ne vais pas commenter. Ce que je peux vous dire est que pour l'instant Intel a un avantage énorme par rapport à AMD et c'est le fait de proposer la compatibilité avec la mémoire DDR4. Ça, c'est le vrai avantage parce que si on veut faire un upgrade de notre config, on n'a pas à dépenser des 100 € au plus qu'on peut économiser pour acheter des mémoires DDR5. Ça, pour qui veut faire un upgrade. Pour qui veut changer complètement de config. C'est aussi difficile pour moi de conseiller la 13e génération parce que pour la 14e génération d'Intel, on va changer des sockets. Ça veut dire que les processeurs de 14e génération ne seront pas compatibles avec les cartes mères Z790, les cartes mères de la 13e et 12e génération. Donc il faut aussi penser que qui achète AM5 maintenant pourra aussi changer de processeur l'année prochaine et peut-être aussi 2025. Donc voici les pros et contre d'acheter la 13e génération. Autant pour faire un upgrade, je dis oui. Autant pour acheter des zéros, je ne suis pas sûr que c'est les processeurs à conseiller, mais je vous en parlerai en détail quand j'aurai plus d'informations. Et je n'ai pas terminé parce que j'ai encore quelques informations à vous donner sur ces processeurs Intel. Intel abuse. Intel a fait une grosse connerie, à mon avis. Les personnes qui sont au courant de ça ne vont pas être contente. En fait, si vous achetez un i5 13600, 13500, 13400 ou un i3 13100, vous n'allez pas avoir un processeur Raptor Lake, mais ça va être du Alder Lake refresh. Donc c'est comme une version améliorée du Alder Lake, mais ce n'est pas la dernière génération Raptor Lake. On va voir si entre le 13600K et 13600 il y aura un gap en performance si évident. Mais pour l'instant, ça sent pas bon. Et Intel abuse à utiliser ce type de tactique parce que le 13600K à la base c'est un processeur à conseiller pour qui fait de l'overclocking. Un 13600 suffit pour qui n'a pas envie de faire du overclocking. Il veut juste jouer tranquillement avec sa config sans se poser trop de questions. Pourquoi avoir cette différence sur la même génération de processeurs pour faire une économie sur la production? On pourrait dire peut-être pour avoir une séparation entre les versions K de ces processeurs et les versions pas en K, mais ce n'est pas donné parce que le 13900 et le 13700 sont bien sûr du Raptor Lake, c'est la révision B0. Donc franchement incompréhensible, on verra avec les benchmarks. Et ce n'est pas juste une rumeur parce qu'on pourrait penser que ça c'est juste une capture d'écran, mais c'est confirmé aussi par une diapositive d'Intel officielle. Donc on va voir après avec les benchmarks s'il y a vraiment une différence énorme entre une puce Alder Lake et une Raptor Lake. Et on passe maintenant à parler des cartes graphiques Intel Arc.
On a, voici 4 cartes, c'est définitif. On a la 770 à 750 au niveau d'une RTX 3070, RTX 3060 Ti, au moins par les benchmarks que j'ai vus par Intel, mais comme d'hab, il faut toujours se douter des benchmarks faits par les fabricants. Et après, on va voir la 580 qui devrait être au niveau d'une RTX 3060 à voir. Et la 380, qu'on l'a déjà vu, c'est une carte catastrophique qui est plutôt au niveau d'une RTX 3050, même pas, plutôt au niveau d'une RTX 6400 d'AMD. J'ai entendu des rumeurs que ces cartes ne seront pas produites au final ou qu'elles ne vont pas arriver sur le marché, mais ce n'est pas le cas. Soit le CEO d'Intel, Tom Petersen, que Raja Koduri, ils ont dit que c'est du FUD, pratiquement sont des fake news, c'est pas vrai. Ces cartes vont arriver sur le marché. C'est quoi le problème d'Intel? Intel pensait de sortir ces cartes en début de l'année 2022, quand il y avait la pénurie pour se faire de la marge sur le marché. Le problème est qu'à cause des problèmes des pilotes qu'ils ont eu, ils n'ont pas pu sortir ces cartes et finalement, ils se retrouvent sur un marché qui n'a pas besoin de cartes graphiques et c'est pour ça qu'on peut penser qu'Intel va décider de ne pas sortir ces cartes. Ce n'est pas le cas. Intel va sortir ces cartes, mais vous devez penser qu'il a sûrement réduit la quantité de cartes avec un focus sur la prochaine génération, les Battle Mage, en espérant que les problèmes des pilotes soient résolus et que finalement ils ont des cartes pour faire la concurrence à l'eau de gamme d'AMD et Nvidia. Donc je pense qu'ils ont investi trop d'argent, ils le disent aussi, 3,5 billions de dollars pour sortir ces cartes graphiques. Ils ont quand même envie d'en gagner quelque chose, même si les gamers, maintenant, à mon avis, ils n'ont pas envie d'acheter un tel arc. Soit pour les problèmes avec les pilotes, soit parce qu'ils ont déjà acheté des cartes Nvidia AMD, il n'y a plus de pénurie. Donc à voir avec la prochaine génération de cartes graphiques. Je passe maintenant au rouge et je vous parle des processeurs 7950X3D, 7900X3D, 7800X3D, donc la version 3D des nouveaux processeurs Ryzen 7000 d'AMD qui vont sortir le 27 septembre. Et si vous êtes des gamers, je vous conseille d'attendre le CES 2023, donc pratiquement on parle de janvier 2023 parce que très probablement, ces processeurs seront annoncés à ce moment-là et sont des processeurs dont la 3D V-Cache booste les performances, surtout pour le gaming. Donc si vous êtes des gamers, attendez janvier 2023, ça vaut peut-être plus le coup qu'acheter, je ne sais pas pour quelle raison, tout de suite les nouveaux Zen 4. Après, ça pour l'instant, c'est un rumeur, donc ce n'est pas forcément le cas. Mais si c'est le cas, achetez un 7900, 7800, 7950, alors que 3 mois après on a leur version 3D, c'est peut-être pas une bonne idée. Après sûrement ils vont coûter plus cher, mais si vous êtes des gamers, sont les processeurs qui vont vous donner le plus de performance en gaming. Juste dommage que je ne vois pas le 7700X 3D. Et ça c'est confirmé par... Confirmé. On parle toujours des rumeurs, mais Greymon 55, normalement, il est toujours très fiable sur ces rumeurs. Encore une information sur les nouvelles cartes mères X670. Apparemment, juste au premier démarrage de ces cartes, on va avoir un temps de chargement très long. On parle de 100 secondes pour 32 Go de RAM, 200 secondes pour 64 et on augmente à 400 secondes pour 4 fois 32 Go de RAM. C'est beaucoup, 400 secondes, on parle de 6 minutes. Effectivement, là, c'est énorme. Après, 128 Go, ce n'est pas une configuration classique pour un PC. 200 secondes, on est plutôt sur les 4 minutes à peu près, un peu moins de 4 minutes, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que 64 Go, ça c'est une configuration que ça commence à se voir de plus en plus. Après, on parle de 64 Go de DDR5. La DDR5, on sait, coûte très cher encore. On parle toujours des cartes mères pour les nouveaux processeurs Zen 4, mais cette fois-ci de la série B650 et B650E qui seront plus détaillés le 4 octobre. Et j'en profite de cette news plutôt pour vous parler d'une différence très importante entre les cartes mères X670E, X670 B650E et la B650. Si vous vous rappelez, la B550 c'était la version plus vendue des cartes mères pour les processeurs Zen 3. Mais
Cette fois-ci, ça va être compliqué pour moi de proposer la B650 à tout le monde, vu que à partir de la B650E, on aura une connexion NVMe de type génération 5 avec du PCIe 5.0. Parce que si quelqu'un veut acheter une carte mère pour se la garder 2 ans, voire 3 ans, c'est sûr que d'ici 2-3 ans, les SSD NVMe génération 5, ils auront baissé de prix. Alors maintenant, ils ne sont pas encore sur le marché. Ils vont sortir d'ici 2-3 mois à des prix sûrement hallucinants. Mais d'ici 2 ans, les prix vont baisser. Et à ce moment-là, si on veut utiliser la vitesse de la génération 5, il faut avoir une connexion de type PCIe 5.0. Et seulement les cartes B650E et X670 et X70E ont cette connexion. Donc attention, parce que si vous voulez passer à M5, maintenant il faudra aussi faire attention à ça. Et les cartes en version extrême, la B650 extrême, ça va coûter plus cher, peut-être de 100 € de la B650. Donc 100 € de différence juste pour ces particuliers. C'est dur les gars. Ça va être compliqué pour moi conseiller une carte mère par rapport à une autre. Il faudra vraiment faire attention maintenant quand on achète les cartes mères, surtout pour la plateforme AM5 d'AMD. Et maintenant, je vous parle du profil Expo pour la mémoire DDR5 conçu par AMD sera aussi disponible sur les cartes mères d'Intel. En fait, maintenant, si on regarde ici, par exemple ici dans le BIOS des cartes mères MSI, on pourra choisir entre un profil Expo ou un profil XMP. Les deux vont overclocker la RAM. Maintenant, si un sera meilleur de l'autre, je n'ai aucune idée. Je pense que le fabricant va choisir et va concevoir les profils pour booster de la même façon les fréquences et les timings de façon que ça va simplifier le travail pour le fabricant. Après, je vous dis ça, mais je n'ai pas de certitude. Et peut-être on aura le choix entre les 4 profils et du coup pouvoir choisir par exemple XMP parce que ça va nous donner plus de performance par rapport à Expo ou vice versa. Je trouve ça assez intéressant et c'est très cool que les fabricants ont choisi d'avoir ce type de raisonnement pour les prochaines cartes mères d'Intel et AMD. Je vous parle maintenant vite fait du FSR 2.1 qui avec sa mise à jour va résoudre de façon vraiment significative le problème du ghosting. On le voit que c'est vraiment moins présent. On voit ici par exemple dans Farming Simulator, on voit ces traits qui sont laissés pendant que la personne est en train de jouer alors qu'ici ils sont disparus. Donc on a effectivement une amélioration. Maintenant, le problème n'est pas résolu complètement parce que c'est quand même un problème difficile à résoudre complètement, mais on voit vraiment qu'il y a une nette amélioration. Donc, l'importance de cette news, ce n'est pas parce que maintenant le ghosting c'est un peu mieux. Je pense que quand on joue, on fait vraiment pas trop attention au ghosting, sauf si c'est vraiment très évident. L'importance de cette news est que l'FSR continue à évoluer. AMD ne lâche rien du tout. Et il va toujours être au top pour faire la concurrence sur DLSS, dont vous aurez quelques informations en plus sur la nouvelle version d'NVIDIA, peut-être le 20 septembre. Je ne suis pas sûr que ça sera annoncé à ce moment-là avec l'annonce de l'RTX 4090, mais peut-être vous aurez quelques informations en plus. L'Agnali nous montre la première alimentation SFX, donc conçue pour les petits boîtiers qui peuvent héberger des cartes mères ITX de petite taille, avec un connecteur PCI 5.0, on le voit ici. Donc ces deux entrées avec ce type de câble qui arrive directement dans la carte graphique et il peut tirer jusqu'à 400 watts. Donc assez intéressant, je pense que de plus en plus d'alimentations vont avoir ce type de connectique pour les nouvelles cartes graphiques, pas que les alimentations SFX, mais c'est juste dingue qu'on voit déjà ça dans les alimentations SFX. On parle maintenant du USB 4.0 ou plus précisément du USB 4.0 version 2. Peut-être vous ne savez pas, mais l'USB 4.0 existe déjà et il utilise un connecteur USB-C. Donc quand vous achetez un SSD externe, un disque dur externe, il faut juste faire attention parce que il faut lire la vitesse des connexions parce que ça peut être un USB 3.1, 3.2, 3.0, 4.0 ou maintenant 4.0 version 2. Qui peut atteindre une vitesse de 80 Go, que ça va doubler celle du USB 4 que c'est 40 Go, et c'est juste énorme, mais pourquoi l'appeler USB 4 version 2, pourquoi pas simplement 4.1 ou 4.2, j'en sais rien,
pourquoi ils veulent vraiment compliquer la vie, c'est qu'il ne va pas être simple à faire apprendre aussi aux personnes et que maintenant vous pouvez avoir du USB-C avec une vitesse différente selon le type de connexion USB. Parce que pour vous dire, on sait reconnaître facilement une USB2, une USB3, il faut regarder à l'intérieur, il y a un petit trait bleu, alors que pour l'USB 4, il n'y a rien qui nous dit que c'est vraiment de l'USB 4. Parce qu'on voit juste un connecteur USB-C. Juste pour info, par contre, ici il faudra un câble spécifique pour pouvoir atteindre la vitesse du USB 4 version 2. C'est un câble qu'ils appellent câble actif contre un câble passif de l'USB 4 tout court. Donc on ne sait pas encore vraiment s'il y aura une différence peut-être sur ces câbles de façon qu'on peut reconnaître à moins la différence entre une USB 4 et une USB 4 version 2. Mais voilà, il y a beaucoup de confusion et j'espère qu'ils vont un peu nous simplifier la vie parce que pour l'instant c'est juste du n'importe quoi au niveau du nommage. On passe à Logitech. Si vous devez acheter une souris maintenant, vous devez savoir qu'il faut arrêter d'acheter les G502 parce qu'il y a une version évoluée que c'est la G502X qu'on retrouve aussi en version Lightspeed sans fil et en version plus pour avoir du RGB. Et vous payez 20 € de plus pour avoir du RGB. D'ailleurs, je trouve ça un peu con parce que on a l'habitude de mettre notre main sur la souris et à ce moment-là, on couvre l'RGB. Mais bon, quand on n'a pas la main dessus, c'est quand même joli. J'avoue, mais la plupart du temps, on ne voit pas ce célèbre RGB qu'on a payé même 20 balles de plus. Pourquoi je vous parle de cette news? Parce que si vous avez besoin d'acheter une souris, en ce moment, je vous conseille d'acheter plutôt cette G502X à la place de la G502 tout court. Faites attention parce que vous allez avoir un capteur optique amélioré, vous allez avoir des switches hybrides optiques mécaniques, donc des meilleurs switches, un capteur amélioré. Vous pouvez même enlever certains boutons comme celui-là du sniper ici, que ça peut être gênant dans certains cas. Donc à mon avis, ça vaut plus le coup acheter cette souris que la version précédente, même si ça coûte plus cher parce qu'il vient juste de sortir. Une information importante, le jeu Steel Rising demande plus de 13 Go de VRAM en Ultra, juste en Full HD. Alors, je vous ai fait une vidéo sur l'importance de la VRAM dans les jeux vidéo que je vous conseille de regarder, surtout de l'importance de la VRAM dans les cartes graphiques. Et en fait, ici, dans Steel Rising, il y a une capture d'écran et on voit que tout en Ultra, on occupe bien plus de 13 Go de RAM. Ce qui est bizarre est que on parle de 14 Go en 4K, alors qu'en 4K, les textures sont normalement d'une taille beaucoup plus importante par rapport à la résolution Full HD, et en 1440p on est à 8 Go. Il y a quelque chose qui coince et ça je pense que c'est juste dû au fait que le développeur du jeu a mal développé son jeu, ou il a trop poussé quelque chose en se basant sur une qualité graphique ultra. Voilà, mais il faut quand même faire réfléchir parce que de plus en plus de jeux, on l'a vu même avec Resident Evil Village, occupent beaucoup de mémoire VRAM. Et quand il y a un manque de mémoire VRAM, on commence à avoir du stuttering, on commence à avoir une perte de FPS. Donc attention quand vous achetez les cartes graphiques, assurez-vous d'avoir beaucoup de VRAM. Regardez ma vidéo pour en savoir plus. Dernière info, le nouveau chapitre de God of War Ragnarok va sortir le 9 novembre. J'ai vu le trailer ici. Et franchement, la bande-annonce, j'ai l'impression que la graphique, on est au niveau du premier God of War, que j'ai kiffé. Hein, j'ai kiffé le God of War quand il est sorti sur PC. Perso, je n'ai pas une PS5. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont améliorer aussi la graphique pour PC quand il va sortir. Mais juste pour vous dire, j'ai trop hâte de jouer ce jeu. J'espère qu'il va sortir pour PC. À la base, c'est une exclusivité Sony PlayStation. Donc, j'espère qu'il va sortir sur PC. Je suis sûr qu'il va sortir sur PC, vu le succès du premier sur PC. Et j'ai trop hâte de jouer ce jeu. Je termine ici cette vidéo de news. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et mettez un like au passage. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de news, tests, tutos et conseils sur l'informatique. À la prochaine, compika. Ciao!